Bonjour à tous et bienvenue pour les résultats de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur vos couples Disney préférés. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau résultat de sondage. Vous avez passé une bonne Saint-Valentin? Je m'en fous. Donc, on va parler des résultats de ce sondage sur les couples qui allait un peu de soi durant cette période de l'année. On a encore une autre idée pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Donc, ça va à un niveau truc en relation avec les couples, on est bien paré à ce niveau-là. Et avant de commencer, déjà vous connaissez mon top 10, donc il n'y a pas particulièrement besoin que je vous le précise. Je vais comme d'habitude vous donner mon top 10. Alors à la 10e place, Kira et Kovu du Roi Lion 2. À la 9e place, Carl et Ellie. À la 8e place, Simba et Nala dans le Roi Lion. À la 7e place, Nani et David. À la 6e place, Alana et Jasmine. À la 5e place, Mulan et Chang. À la 4e place, Taran et Jane. À la 3e place, Wally et Eve. À la 2e place, Lady et le Clochard. Et enfin à la première place, Hercule et Megara. Mais aussi on m'a repris sur certains couples manquants ou qui devraient peut-être pas trop être là, comme par exemple Roublard, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre chienne. Ouais, c'est important de garder en tête que je considère des couples qui ont une dynamique de couple au sein du film. Pas juste des gens qui sont ensemble parce que voilà, quoi, ils sont mariés. Comme les parents de Mulan par exemple, ils sont mariés mais la dynamique de couple entre eux, elle est inexistante. On les voit pas du tout en tant que couple. Elle fait peut-être quelques petits gestes histoire de dire ouais je suis avec lui, mais sinon... Donc ils sont définis surtout en tant que parents et pour ça que je ne compte pas particulièrement comme couple. Et c'est pareil pour un couple qu'on m'a accusé de ne pas avoir mis alors que pour moi il n'a pas à être mis là-dedans, c'était Mufasa Sarabi. Bon déjà que Sarabi elle est très très au second plan, mais en plus les rares fois où elle est au premier plan, c'est pour être rapidement la mère de Simba, ou alors pour faire des trucs mais basiques quoi. La principale dynamique de couple entre Mufasa et Sarabi qu'on a dans le film c'est ton fils est réveillé chérie. Est-ce qu'on avait du soleil? Il est le tien. Voilà la principale dynamique de couple qu'on a entre eux. Bah, ça c'est considérable comme un couple pour vous. Non, ils sont définis en tant que parents. Mufasa est défini à 98% en tant que père et à 1,5% en tant que frère de Scar. Sinon, les 0,5% restants, je suis désolé, ça suffit pas à vraiment faire considérer ça comme un couple, quoi. Il y a quasiment rien autour de ce couple-là qui fait qu'il mérite d'être considéré comme un couple. Alors que Roublard, Rita, je sais plus comment elle s'appelle à nouveau, cette chienne, il y a pas de concrétisation spécifique, précise de leur relation, mais ils ont bien une dynamique de couple entre eux. Et puis j'aime bien qu'on me reprenne là-dessus alors qu'on m'a pas repris sur un certain film comme Bienvenue chez Robinson, que j'ai totalement oublié quand j'ai fait ma liste alors qu'il y a deux couples dedans qui ont un peu de dynamique de couple, donc j'ai complètement zappé celui-là, mais tout le monde s'en fout, j'imagine, ils auraient pas été super bien placés. Quoi qu'il en soit, on se lance sans plus tarder en avant pour ce top des meilleurs couples, en commençant une fois de plus par le panier du bas, avec aux grandes surprises le couple de Plains en dernier. Je crois que c'est un truc récurrent, à chaque fois que Plains est considéré dans cette liste, c'est le dernier, hein, ou alors à peu de choses près, quoi, hein, l'avant-dernier ou avant-avant-dernier, mais... Là, les gens, soit ils s'en foutent de ce film, soit ils le mettent directement à la dernière place. Et honnêtement, je vais pas faire comme si c'était pas mérité ou quoi que ce soit. Ce couple est chiant, il est plat et il y avait peut-être quelques idées un petit peu intéressantes si elles avaient un tant soit peu été bien exploitées, comme le fait qu'elle le trahit à un moment donné et elle essaye de se repentir pour ça. Ça va beaucoup trop vite pour avoir le moindre impact, c'est un couple sans intérêt. Nous avons ensuite Kronk Birdwell, qui ont des personnalités qui se complètent de façon un peu intéressante. Je dis pas que c'est génial, je trouve pas ce couple sensationnel ou quoi que ce soit, mais je trouve que les quelques moments où ils interagissent entre eux sans que ça parte dans l'espèce de drame facile pourri qu'on va créer, ça allait. Voilà, donc je vais pas placer tout à fait aussi bas, c'est pas le pire du pire pour moi. Ensuite, bon, on va traiter ces trois à la suite, même s'ils sont pas tout à fait au même niveau. Les trois couples dans Mulan 2 entre nos trois larrons et les princesses. Donc dans l'ordre, Shempo, Su, le plus inintéressant, ils sont juste attirés tous les deux par la nourriture.
C'est leur point commun, c'est le couple le plus intéressant. Ensuite, nous avons Ling Ting Ting, qui pour moi le plus intéressant des trois. Sincèrement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sympathique dans le fait que oui, la fille est pas tout de suite attirée par le mec. C'est pas une espèce de coup de foudre à la con qui vient comme ça, il y a quelque chose qui prend un peu le temps de se créer. Donc j'ai un peu plus apprécié ça. Et puis après nous avons Yao Mei, c'est-à-dire le plus principal des trois, dira-t-on, le plus mis en avant des trois. Et ouais, c'est des couples que je trouve pas mauvais, vraiment. En sachant que j'y ai pas pensé sur le coup, il a fallu que Hugo me le rappelle. Ah oui, t'as oublié ces trois couples-là. Ah oui, c'est vrai, quand même, quand même. Et ouais, je les ai pas placés aussi bas. Enfin, Chiemposu, il le mérite, mais les autres quand même, ils avaient un peu de développement. Ils avaient quelque chose de sympathique qui méritait pas d'être placés aussi bas. On sent aussi que, alors par rapport au système de sondage, que doit y avoir des gens qui se contentent de placer certains films, certains couples, quoi, et après le reste, ils laissent ça numéroté dans l'ordre que c'est montré. Et à ce moment-là, c'est compréhensible que ce soit les couples en fin de liste qui aient le moins de points. C'est un peu le problème. Mais bon, il n'existe pas de sondage très pratique, précis pour empêcher ce genre de choses, malheureusement. Ensuite, donc, nous avons Dingo Sylvia de Dingo et Max 2, qui, ouais, pas extraordinaire, non. On essaye de leur créer un intérêt loufoque commun et ça crée un léger contraste avec la bibliothécaire qui est un peu sérieuse au premier abord. En dehors de ça, ça va pas très très loin. Je l'ai pas placé aussi bas, mais je comprends cette place. Martin, Olé, Shiftwell, c'est le genre de truc qui donne pas l'impression que ça va faire un couple. Mais ils ont quand même une dynamique un peu de duo durant le film. Mais à la fin, quand elle dit ah, t'es trop mignon, je t'adore, comme si elle était vraiment sa groupie à la fin, j'ai trouvé que c'était très malvenu et mal amené. Donc ouais, je suis pas fan de ce couple. À nouveau, je trouve pas que c'est un film si mauvais qu'on le dit, mais je suis toujours pas fan de ce couple-là. Ensuite, nous avons le couple Pocahontas-John Rolfe. Je suis surpris qu'il soit pas encore plus mal placé que ça, même si personnellement je l'ai pas aussi mal placé. À nouveau, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est un couple agaçant parce qu'il casse un couple qui avait été introduit avant et qui était bien mieux. Mais vraiment, si on voit le film en lui-même, je trouve vraiment pas que ce soit un couple mal foutu. Il est tout à fait correct. Mais oui, par rapport à ce qu'il représente, par rapport au couple qu'il casse, il est énervant ce couple-là. Je l'ai pas placé aussi bas, mais je comprends très bien cette place. Par contre, Quasimodo Madeleine, bon, j'ai déjà dit tout ce que je pensais de ce couple, je trouve vraiment pas que ce soit le pire qui soit, et c'est une des meilleures choses que le film a faites, donc je ne l'ai pas placé aussi bas, clairement pas. Ensuite, pareil, Kina et Nita. Alors, je reconnais que la première moitié, ils sont saoulants, mais la seconde moitié, c'est beaucoup mieux. Il y a un bien meilleur rythme, et leur alchimie commence à se faire et de façon très satisfaisante. Je trouve vraiment pas que ce soit un mauvais couple. Et ouais, je l'ai mieux placé que ça personnellement, par rapport à d'autres qui sont un peu trop bien notés selon moi, je trouve. Surtout que devant, on a le couple entre Anastasie et le boulanger du deuxième film Cendrillon. Et c'est pas que c'est affreux, mais ça repose sur un espèce de coup de foudre ultra rapide qui n'a quasiment aucun poids et une espèce de quiproquo assez moisi. Donc, c'est pas un couple qui brille beaucoup et qui est pas beaucoup montré. Il n'est pas très intéressant et pourtant vous le préférez au couple d'avant. Voilà, je trouve ça exagéré personnellement, vraiment exagéré. Puis nous avons Scamp Ange. Alors, j'adore Ange, je trouve que son couple avec Scamp est du foutage de gueule parce que je comprends pas pourquoi elle serait attirée par ce mec qui a absolument rien pour lui, mais elle est attirée par lui. Donc, dire oui, il la sauve à un moment donné et montre qu'on peut faire preuve de solidarité. Mais elle était un peu attirée par lui avant ça, quoi. Elle l'a guiché au début. Je trouve que s'il n'y avait pas ce moment où il la sauve dans une mise en scène complètement foireuse et forcée, il n'y aurait absolument rien de chez rien du tout chez lui qui devrait l'attirer. Et je trouve ça complètement abusé, ce couple. Ça méritait vraiment pas de se faire. Il n'y a pas d'alchimie réelle pour moi là-dedans. Enfin bref. Ensuite, nous avons Aladar Nira, le premier couple non Disney Toon, non suite Pixar, le premier couple Disney Animation Studios, donc, et ouais, oubliable. Nira est tellement mise au second plan, tellement balancée et sans personnalité vraiment poussée,
qu'il n'y a rien de marquant dans ce couple. Et il fallait qu'il y ait une fille. Voilà, il fallait qu'il y ait une fille, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, la fille est là, elle est inintéressante, et leur couple est complètement inintéressant. Elinor Fergus, là je suis surpris, un peu déçu, parce que, ouais, je sais que je me suis plein de rebelles, mais même si j'ai des problèmes pas anodins avec Fergus, je trouve que les seuls moments où il arrive à être un petit peu sympathique, c'est par rapport à son couple avec Elinor, où on montre qu'il essaye quand même un tout petit peu de l'aider. Je dis bien un tout petit peu, hein, dès lors qu'il faut s'occuper directement des enfants, lui il est du genre, ok, je me mouille pas trop, mais en dehors de ça, quand il faut l'aider à appréhender le problème de sa fille, ou quand il croit qu'elle est morte, on ressent quand même la forte attache de sa part envers sa femme. Et donc, pour ça, je trouve pas que ce soit un mauvais couple, c'est un couple plutôt sympathique. Pas sensationnel, mais plutôt sympathique. J'aurais mieux placé que ça, personnellement. Flash, Sally, je les ai trouvés tout à fait bien foutu dans le premier film. Elle fait vraiment décor par la suite, genre soutien rapide. Et c'est dommage parce que je trouve qu'elle avait une bonne personnalité dans le premier film. Après, elle est complètement reléguée au second plan, c'est dommage. Mais ouais, ça suffit pas à faire de ce couple l'un des pires couples Pixar ou Disney pour moi. Vraiment pas. Surtout en comparaison à Tara Melonwy où vraiment, il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien à part, il faut absolument mettre ces deux-là en couple. Donc on fait ces espèces de trucs typiques des gamins qui se chamaillent, qui se disputent pour des trucs à la con, qui se pardonnent vite histoire d'eux, et tout d'un coup ils sont amoureux parce que merde. Alors non, il n'y a absolument rien de tant soit peu naturel chez eux. Et c'est pas un bon couple pour moi. Max, Roxane, ils sont très mignons. Pour le peu qu'on les voit ensemble, c'est un peu le problème, on les voit pas souvent ensemble dans le film. Cela, je pense qu'il aurait mérité d'avoir plus d'approfondissement dans la suite. Mais la suite a dit merde, on s'en fout de Roxane, on s'en fout de tout ce qui a été instauré dans le premier film. On remet le compteur à zéro. Donc ouais, c'est un peu ça. Alors même si on les voit pas souvent ensemble, les peu de temps où on les voit ensemble, ils ont une dynamique de duo, de couple, d'attirance adolescente assez choupi, j'ai beaucoup apprécié ça. Ensuite nous avons Tilt et la princesse Ata. Ce sont des personnages qui sont corrects sans plus dans leur caractère et pareil pour leur relation, les corrects sans plus. Pas grand chose de plus à dire. Je les ai placés à peu près dans ces eaux-là. Mais ouais, c'est pas les couples les plus marquants qui soient. Ensuite, nous avons Hector Imelda. Je m'attendais à ce qu'il soit mieux placé celui-là. Non pas que je l'ai placé extrêmement bien parce que je trouve que ça va un peu vite, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à l'histoire qu'on leur crée, sans prendre en compte le méchant surprise, une fois de plus. Donc ouais, je les ai quand même un tout petit peu mieux placés que ça. Mais pour un couple expédié au début, clairement à dessein, nous sommes d'accord, hein. C'est pas un problème du film, c'est clairement fait pour que la mère meure très vite. Et ben je trouve que vous avez su parfaitement mettre en place une petite dynamique de couple. On voit que c'est deux poissons qui se connaissent vraiment, qui ont une intimité particulière. Et oui, ça rend la mort de Célia assez touchante au moment où ça arrive. À nouveau, hein, c'est un film qui me marque pas grandement. Le monde de Nemo, je le redis, j'en ai déjà parlé dans ma critique, mais s'il y a bien une scène qui m'a marqué et que je me reverrai bien de temps en temps, c'est la scène de début, la scène d'intro autour de ces deux-là. Ensuite, nous avons Bob, Celia. Je suis déçu que ce soit pas plus approfondi que ça. S'il y a bien un truc que Monstre Academy n'a pas fait et qui m'embête un petit peu, c'est le fait qu'on n'ait pas davantage développé ce couple-là, parce qu'il y avait quelque chose de très sympathique entre ces deux jeunes amoureux qui sortent ensemble, qui ne sont pas encore au stade de concrétisation complète. Après, c'était quelque chose de second plan, et c'est pour ça que c'est pas non plus le plus marquant qui soit, mais je trouvais que c'était quand même très sympa. Nous avons ensuite Peter Pan Clochette, et on va parler rapidement de ce qui vient un peu plus loin, Peter Pan Wendy. Alors, il y a des gens qui ont été un peu surpris qu'on compte les deux et qui n'ont pas très bien compris ça. À nouveau, Peter Pan se met avec aucune des deux. Techniquement, en termes de concrétisation, il ne devrait y avoir aucun couple dans ce film, nous sommes d'accord. Mais il y a une dynamique de couple assez évidente
est très différente entre Peter Pan et Clochette et Peter Pan et Wendy. Peter Pan et Clochette, c'est plutôt le couple établi avec la petite copine super jalouse. Hein, c'est trop son truc. Et Peter Pan et Wendy, c'est un peu le couple qui essaye un petit peu d'avancer avec la fille qui en pince clairement pour le mec et le mec qui a du mal à le comprendre. Et il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. J'irai clairement pas jusqu'à dire que c'est parmi les meilleurs couples qui soient, mais il y a des dynamiques de couple assez différentes là-dedans qui m'ont un petit peu intéressé, hein, pas extraordinairement non plus, et qui méritaient d'être un peu notés. C'est pour ça que j'avais envie de considérer les deux, après réflexion avec Hugo, pour voir un peu qu'est-ce que vous préférez en tant que représentation rapide de couple, Peter Pan Clochette ou Peter Pan Wendy. Et là, vous préférez Peter Pan Wendy. Voilà. Ça me surprend pas trop, mais c'était cool de voir ça. On passe à la suite avec Rox et Vixie. C'est-à-dire, même en dehors de leur grosse introduction de couple, qui dure 10 bonnes minutes, bordel de merde, où c'est complètement forcé et foireux, il n'y a rien d'autre après. Après ça, Vixie, c'est la compagne fille qui sert à être protégée et dont on n'en a rien à foutre, presque. Donc, c'est un couple pas du tout intéressant qui a une introduction de merde. Pour moi, c'est pas un bon couple du tout et je l'ai placé dans les derniers. Je suis surpris que ce soit techniquement aussi bien placé, personnellement. Ensuite, Woody Berger de Toy Story, c'est là. Histoire de donner une amourette à Woody. Elle sert pas à grand chose. Mais c'est là. Après, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais trouvé que c'était un gros problème qu'elle soit évincée comme ça, le personnage de la bergère dans Toy Story 3, parce que ça n'a jamais été un personnage grandement intéressant, mais pas non plus affligeant ou qui plombait l'histoire, mais elle était là, quoi. Donc, ouais, ce que j'en pense, c'est pas grand chose, quoi. C'est pas mauvais, mais ça n'a rien de marquant. Par contre, sait-on jamais, avec Toy Story 4, peut-être, d'après ce que j'ai lu, apparemment la bergère devrait revenir dans ce film, peut-être que vous arriverez à rendre ce couple plus intéressant, plus marquant. Nous verrons bien. Après, nous avons Linguini Colette. Alors, j'aime bien ce couple, j'aime cette dynamique avec le mec un petit peu maladroit, pâteau, et la fille plus sûre d'elle, qui a plus de vécu, plus de bouteilles en termes d'expérience de la vie. J'ai bien apprécié ça. La chose qui me gêne vraiment là-dedans, c'est la façon dont ça se concrétise en milieu de film. Ouais, c'est ça qui me gêne beaucoup par rapport à ce couple, mais malgré tout, j'apprécie quand même, et moi je les ai placés à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, nous avons Mowgli Shanti. C'est le genre de truc qui me fait dire, j'espère que vous considérez le second film là, parce que si c'est par rapport au premier film, j'appelle difficilement ça une dynamique de couple, quoi. Il y a un début de quelque chose, c'est pour ça que je le compte pour le premier film et pas seulement pour le deuxième film, mais... Ouais, je me pose la question, est-ce que si j'avais classé ça plus tard, c'est-à-dire plus loin dans la liste, en mettant le livre de la Jungle 2, est-ce qu'il serait aussi bien placé? Je me pose la question. Après, sincèrement, c'était classique. C'était romance entre enfants classique dans le second film et dans le premier film, c'est la fille qui arrive de nulle part pour aguicher notre héros principal parce qu'il faut qu'il aille dans le monde des hommes. Et je trouve que vous auriez pu trouver mieux à nouveau. Donc, c'est pas un couple grandement marquant pour moi. Nous avons ensuite Chicken Abby, un des couples préférés, si vous avez suivi mon top 10. Et ouais, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à en dire. Je vais pas m'étendre éternellement sur les couples sur lesquels je me suis déjà étendu. Vous avez qu'à regarder mon top 10 des meilleurs couples. Nous avons ensuite Buzz, Jessie, très intéressant. Le problème, c'est le manque de concrétisation à nouveau. C'est-à-dire qu'ils se tournent autour et pendant 7 ans, ils vont rien foutre. Et ils vont continuer à se tourner autour pendant 7 ans sans se concrétiser quoi que ce soit. Et dans Toy Story 3, on développera un peu plus leur dynamique. C'est un peu ça, quoi, le fait que ça évolue assez lentement. Mais ça reste quand même très mignon sur pas mal de points. On sent qu'il y a vraiment une affection particulière entre ces deux-là, même s'ils ne concrétisent pas
Et c'est là qu'on va entamer certaines des places les moins méritées pour moi, en commençant par Blanche-Neige Prince. Et je vais revenir un petit peu là-dessus lors du prochain couple de ce type-là. Ensuite, Nanny David. J'apprécie leur romance parce qu'elle est pas standardisée, quoi. C'est vraiment une romance qui se cherche dans le premier film, qui se trouve, je ne sais plus si c'est dans le premier film ou dans le deuxième, mais enfin bref, peu importe. Mais je trouve que voilà, c'est bien de montrer un couple qui se cherche et pas une grande histoire d'amour qui commence tout de suite. Ça existe aussi. J'apprécie la façon à nouveau assez réaliste dont on met en scène ce jeune couple qui se cherche encore, qui attend encore d'aller plus loin dans le premier film. Et je trouve dommage que ce soit assez peu étendu par la suite. Je veux dire, il y a quelques micro-moments, et je dis bien micro-moments dans le deuxième film, Lilo et Stitch 2. Après, c'est histoire de dire, quoi. Il est là, ça ira jamais plus loin. On sait, et on a pris la peine de faire une suite qui dure 2 téléfilms et une série toute entière, et on fait pas évoluer plus que ça ce couple. C'est ça qui le rend un peu frustrant pour moi. Mais par rapport au premier film, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça aurait pas suffi à le mettre dans mon top 10, c'est clair et net par contre. Ensuite, nous avons donc Peter Pan Wendy, comme j'en ai parlé, vous préférez ça à Peter Pan Clochette. Sacha Chicha, si c'est comme ça qu'on le prononce, je sais plus trop. Je sais même plus si c'est prononcé ou pas son nom dans le film. Quoi qu'il en soit, c'est un couple très intéressant dans le sens où il est déjà établi. Ils sont déjà fondés quelque chose. Et ouais, c'est un couple qui peut paraître très bateau au premier abord, mais c'est ça qui est intéressant. On crée un couple un petit peu bateau, un peu classique, très réaliste à nouveau, dans une situation qu'il est moins, et je trouve que ça lui donne un certain poids. J'aime beaucoup ce couple. Je ne l'ai pas placé dans mon top 10 pour certaines raisons, parce qu'il manque un petit peu de développement, mais je l'ai mieux placé que ça. Nous avons ensuite Milo Kida, que j'aime bien en tant que couple. J'aime pas particulièrement Milo, hein, pas vraiment, mais j'aime bien Milo Kida en tant que couple. C'est une des choses réussies. Je me suis un petit peu étendu là-dessus sur mon top retour, donc je vais pas aller plus loin, mais je l'aurais peut-être un chouïa mieux placé que ça en fait. Comme quoi. Ensuite, nous avons donc Aurore Philippe de La Belle au Bois dormant et Cendrillon Prince un peu plus loin. Alors, je vais dire un truc par rapport à ces couples. C'est-à-dire Blanche-Neige, Aurore et Cendrillon, hein, les couples basiques, iconiques de base. Hein. Je dis iconique parce que voilà, c'est plus une vision du fantasme que des couples travaillés pour moi. C'est un fantasme de notre héroïne qui va avoir son trophée à la fin. Blanche-Neige va avoir le trophée, après tout ce qu'elle aura traversé, d'avoir son prince. Pareil pour Aurore et Philippe, c'est un petit peu à part, mais ouais, le but à la fin, c'est qu'après les sales trucs qu'ils auront vécu, surtout Philippe, Aurore, elle va juste rester endormie comme une conne, mais après tout ce qu'elle aura vécu, elle aura sa récompense à la fin, le beau prince, avec qui elle aura juste une scène rapide. Et c'est pareil pour Cendrillon, avec son prince, ils auront une belle scène. Et à la fin, Cendrillon, elle aura son prix, quoi. Le beau mec qui la sortira de ce monde qui ne lui convenait pas trop avant et qui l'amènera vers de meilleurs horizons. Alors, un truc par rapport à Cendrillon, c'est que dans Cendrillon 3, ce couple est bien plus développé et c'est ce qui fait que je l'aime mieux que les deux autres. Et si les gens ont vraiment pris la peine de considérer le troisième film pour cette position-là, je suis content, même si j'ai un peu de doute. Par contre, ouais, Blanche-Neige et son prince, Aurore et son prince, je ne trouve pas une seule microseconde qui mérite d'être aussi bien placée. C'est le fantasme rapide de films de contes de fées. Et je préfère 1000 fois des couples comme, je sais pas moi, les princesses dans Mulan 2 et nos acolytes qui ont l'occasion de montrer des points communs, d'avoir une dynamique avec leur personnalité qui se complète un petit peu, que là où c'est juste ah je suis un beau prince, je viens te faire la cour, ah tu succombes à mes charmes, on se reverra et à la fin ils se revoient, ils sont amoureux, ils partent vers le soleil couchant presque, à peu de choses près. Et c'est basique, c'est trop basique. Je veux bien comprendre qu'il y a un truc iconique là-dedans, mais ça mérite pas d'être aussi bien placé en comparaison à énormément d'autres couples avant. Hein. D'un point de vue tout à fait personnel, Cendrillon Prince, je veux bien laisser passer ça parce qu'à nouveau il y a eu Cendrillon 3 qui a su développer ça, mais vraiment
Blanche-Neige et Aurore, leur romance ne mérite pas d'être aussi bien placée, tout à fait personnellement. Ensuite, nous avons Bambi Féline. Là, c'est la fille qui arrive à un moment donné vers la fin du film pour dire faut qu'on tombe amoureux, faut qu'il y ait une histoire de couple rapidement, allez. C'est comme Rox et Vixie, mais en pas insultant. Voilà, et au moins, oui, je peux reconnaître au premier film Bambi que, oui, il y avait un début de quelque chose entre eux. On montrait une tout petit début de dynamique où Féline avait un peu de personnalité en tant qu'enfant, mais ça allait très vite. Si on doit compter la suite, je trouve que c'était bof, c'était relation enfantine, amoureuse, basique, pas très intéressante. Et oui, il y a des couples qui sont plus palpitants que ça, personnellement. Ensuite, nous avons Anna Christophe de La Reine des Neiges, un couple pas mal. Il y a suffisamment de naturel entre eux, de dynamique. À nouveau, je vais dire ça à chaque fois. Et il y a toujours une histoire de dynamique de couple à prendre en compte, c'est ça le truc. Je me répète dans mes termes, je m'excuse. Mais voilà, leur dynamique de couple qui se découvre, qui apprennent à discuter, à se connaître un petit peu, était tout à fait acceptable et correct. J'ai apprécié ça. Après, oui, il y a des couples qui ont mieux fait et je comprends tout à fait cette place. Je suis à peu près dans ces eaux-là aussi. Ça aussi, c'est un truc que je dis souvent. Nous avons ensuite Roger et Anita, un peu trop mis en retrait par moment, mais c'est vrai que j'apprécie le naturel qu'ils ont entre eux. Le fait que c'est pas juste, je sais pas moi, comme Darling et Jim Cherry, que j'ai pas compté en tant que couple parce qu'ils sont surtout considérés comme des maîtres par rapport à Lady. Là, il y a vraiment des personnalités qui jouent entre elles, avec Anita qui vient d'un milieu différent, et on sent que cette différence de milieu, cette différence de personnalité se ressent dans chacune de leurs interactions. Le seul souci, c'est que ouais, c'est un petit peu rapide. Mais vraiment, ils dégagent quelque chose de bien, hein, ce couple. Vraiment. Ensuite, nous avons Fixit Felix et le sergent Calhoun. J'en ai déjà parlé dans mon top 10. Nous avons ensuite Kiara Kovu. C'est pas forcément le meilleur couple en termes de symbiose et tout ça, mais j'aime bien leur histoire. Même si leurs caractères font qu'ils sont assez opposés, leur caractère et leur rang social, et ben je trouve que c'est quelque chose, un thème qui est assez peu abordé dans les films Disney, hein, ces différences sociales entre différents couples. Et je trouve que là, pour le coup, ça a été bien adapté. En plus, voilà, on a comment dire, un amoureux du côté des méchants, un amoureux du côté des gentils. Ça fait une histoire un peu à la Roméo et Juliette. D'ailleurs, je crois que ça en est légèrement inspiré. Je me suis enfin revu le film. Et s'il y a de bonnes choses à dire dedans, c'est clair et net, j'irais clairement pas qualifier Kiara Kovu comme l'une des meilleures choses du film. Hein. Vraiment, une fois qu'on passe le concept à la Roméo et Juliette, qui est pas mauvais en soi, je trouve que leur couple se forme de façon assez rapide, assez expédiée, et pas super prenante honnêtement. Sincèrement, j'ai pas tardé à faire la critique des films, si vous avez un petit peu suivi mes vidéos, et donc je ne manquerai pas de faire un parallèle avec le couple Simba-Nala, qui pour ma part a beaucoup plus de développement et quand même plus prenant que ça. J'ai pas été particulièrement pris par le couple Kiara Kovu, sincèrement. C'est une Roméo et Juliette du pauvre, auquel il manque vraiment ce moment, cet instant qui me fait dire waouh, là je ressens le côté spécial de ce couple. C'est très basique la plupart des moments qu'on montre entre eux et rien me donne vraiment cette impression de un des plus grands couples qui soit personnellement. Nous avons ensuite Delbert Amelia, j'en ai déjà parlé. Donc Cendrillon Prince, j'en ai déjà parlé aussi. J'aime beaucoup la façon dont c'est développé dans le troisième film, mais sinon quoi, le prince c'est juste le trophée pour la fille. Pongo Perdita, sans doute le couple pré-âge d'or des années 90 qui m'a le plus plu. J'ai bien aimé leur
souci l'un envers l'autre et leur solidarité pour sauver leurs enfants. Certes, il y a un côté parents inquiets, mais un côté aussi parents qui se soutiennent, qui sont prêts à s'épauler dans toutes les situations, aussi périlleuses qu'elles soient, pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Nous avons ensuite Bernard et Bianca. Je sais pas quoi dire, j'ai pas trouvé une seule seconde qu'il y avait un grand moment entre eux. C'est comme pour, je sais pas, Chiara Kovu, quoi. Vous essayez de me situer une scène qui me fasse dire ok, ça se coupe à quelque chose de sensationnel, j'en vois aucune. C'est très basique, les différentes scènes de rapprochement entre eux, et au point où quand ça se concrétise un petit peu dans le deuxième film, je me dis, ouais, il y a rien dans leur dynamique de duo comme de couple qui me fasse dire, ah, c'est sensationnel ce couple, personnellement. Donald Daisy, ok, on va entamer pas mal de couples qui sont considérés comme iconiques de par leur statut, hein. Mickey et Minnie sont un peu plus loin, et ouais, je sais pas, je les ai jamais appréciés en tant que couple, moi. Vraiment. Donald, j'arrive à l'apprécier pas mal dans beaucoup de ses histoires, mais même dans quelques BD que j'ai lues, parce qu'on me dit, oh, t'as lu aucune BD sur Donald? Si, j'en ai lu quelques-unes. Sérieusement, arrêtez de faire comme si j'étais un ignare complet. Je sais pas mal de choses autour de Donald, seulement j'ai pas été autant pris dedans. Je trouve que le fait qu'on joue à ce point sur sa malchance, ça commence à devenir redondant dans pas mal de ses histoires, au passage. Mais ouais, quoi, j'ai lu pas mal de ses histoires, et dans aucune de ces histoires, j'ai été grandement touché par ce couple. Je dis pas qu'il y a aucun moment que j'ai trouvé bon, hein. Par exemple, dans Il était une fois Noël, le moment où où il se prend l'arbre de Noël sur lui après que Riri, Fifi et Loulou ont fait leur connard, et où Daisy l'aide à se relever, on sent le petit côté chaleureux entre eux, c'est assez joli, mais il n'y en a pas des masses comme ça, des moments. Et je trouve pas que ça suffise pour en faire un des plus grands couples Disney, personnellement. Voilà, nous avons ensuite Carl et Ellie de là-haut. Alors Carl et Ellie, c'est une romance courte durée hein, dans le film, mais voilà, ça dure 5 minutes, et c'est les 5 plus belles minutes du film. C'est franchement un bel exemple de romance de personnes âgées, entre guillemets, je trouve ça très intéressant, je trouve que ça change. Et puis on va enchaîner sur les autres un petit peu, un Bob, Hélène aussi, et Wally et Eve, donc les trois s'enchaînent. Alors c'est difficile d'évaluer un couple où il n'y a pas trop de paroles, et pourtant tout se transmet dans les émotions. Je ne vais pas dire dans les regards vu que c'est des robots, mais vous avez compris là où je veux en venir. Il y a vraiment, voilà, c'est comment dire, ça ressort des scènes, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et ça, c'est une véritable prouesse qui, pour moi, classe Wally et Eve à la troisième place. Je demande pas à ce que les trois soient dans le top 10 comme moi je les ai mis dans le top 10, c'est pas le souci. Hein, vous pensez ce que vous voulez, mais que ce que beaucoup de gens considèrent comme des couples ultra marquants ne soit pas une seule seconde considéré au moins un d'entre eux dans le top 10 de ce classement, c'est un petit peu, c'est décevant, voilà, c'est un peu frustrant. On sent vraiment qu'il y a une partie des votants qui considèrent vraiment Pixar comme au second plan par rapport à Disney Animation Studios. En tout cas, par rapport aux films principaux sortis durant l'âge d'or et un peu après cet âge d'or à partir de Réponse. Et c'est ça qui plombe un petit peu ces films, enfin dans ce classement-là, parce qu'on sent qu'il y a une partie des votants qui s'en fichent un petit peu de ces films-là. C'est dommage parce que, en termes de couple, ils ont su créer des trucs très marquants, et ces trois couples-là méritaient amplement d'être mieux placés que ça. Au moins Wally Eve, quoi. Wally Eve. Vous l'avez même pas placé dans le top 10, ceux-là? Ah, déçu, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Kana Navin, un couple très réussi. Allez voir mon top retour là-dessus si vous voulez mon avis à ce niveau-là. Donc tu comprends cette place. Nous avons Robin Marianne. Waouh, depuis que j'ai fait la critique du film, j'ai le sentiment que les gens ont tendance à un peu trop mettre en avant ce film, je sais pas trop, parce que waouh, c'est pas que c'est un mauvais couple, mais il y a quand même plus fourni que ça, plus marquant que ça, surtout quand on sait que dans le dernier tiers, on s'en fout royalement de Marianne, hein, et elle participe à rien du tout, et à la fin on se dit tiens, ils finissent ensemble. Marianne, elle est ultra passive, elle laisse les choses se faire, et c'est seulement quand Robin vient lui déclarer sa flamme, lui faire la cour,
qu'elle est là, quoi. Elle participe même pas, elle est juste là et elle se fait tenir la main. Ça fait pas un mauvais couple non plus, ils sont relativement mignons entre eux, mais est-ce que ça en fait un des plus grands couples? Pas pour moi, vraiment pas. Ensuite, nous avons Mickey, Minnie. Il y a pas mal de moments un peu mignons entre ces deux-là. Ils représentent vraiment l'innocence, ceux-là. C'est le côté très innocent, très moral, basique, mais qui fait quand même plaisir. Ça fait plaisir de voir ce genre de personnage un peu naïf sur le principe, mais qui sont complètement à 100% en accord avec le fait d'être naïf dans leur personnalité, et leur couple se ressent très bien comme ça aussi. Et je ne l'ai pas placé aussi haut personnellement, mais oui, je préfère largement à Donald Daisy, déjà parce que je sens qu'il y a une vraie dynamique bien foutue entre eux, et je prends plaisir à voir certaines de leurs histoires, même si certaines ne sont pas si géniales que ça, et ne développent pas leur couple de façon si géniale que ça. Quand ça le fait bien, comme par exemple dans Il était une fois à Noël, bah, je trouve que c'est très sympathique et très mignon. Sans doute un couple très mignon, si je vais faire un top 10 des couples les plus mignons, mais pas les meilleurs couples, les couples les plus mignons, il serait sans doute dedans. Ensuite, nous avons Duchesse O'Malley, l'un des meilleurs points du film, c'est évident, avec cette espèce de différence de classe qui est bien foutue. Après, je trouve que c'est un peu exagéré de le mettre aussi haut personnellement. Mais ouais, j'ai l'impression que depuis ma critique, il y a beaucoup de gens qui essayent de défendre aussi pas mal ce film en disant « Oh, il est pas si nul que ça sur ci ou ça !» Ok. Je trouve que c'est un bon couple. Est-ce que je trouve que c'est un couple génial? Non. Voilà. Mais c'est un bon couple. Et enfin, dans le top 10, Lady et Clochard. Rien que pour une seule scène, pour moi ce couple est le plus emblématique de Disney, pas le meilleur, mais le plus emblématique. Il y a bien entendu la scène du repas des spaghettis. Je pense que c'est une scène qui a pas mal marqué, et je trouve ça vraiment romantique. Alors c'est marrant que le deuxième meilleur couple, c'est un couple de chiens, et voilà, c'est des chiens à la condition de chiens, c'est pas des chiens anthropomorphes, mais voilà, je trouve que c'est original de mettre ça en scène, et ça l'a été d'une manière parfaite. Mon deuxième couple pré-années 90 préféré de chez Disney. Alors j'avoue que j'aime bien leur scène iconique, il n'y a pas un peu que ça non plus, il y a aussi le petit lien qu'ils créent avant, et le côté est-ce qu'on pourrait pas s'enfuir ensemble? Non, j'ai d'autres responsabilités qui sont qui sont assez bien, quoi. C'est ça, c'est sympathique à envisager. Je trouve que ça aurait pu être mis en scène de façon un peu plus marquée. Et c'est un peu le petit souci. Le vrai souci que j'ai par rapport à ce couple, c'est à la fin, avec cette espèce de dispute à la con, comme quoi, oh, c'est un coureur qui sort avec toutes les filles du coin, elle aime pas ça. Mais ça se résout vite lorsqu'il y a un espèce de méchant rat qui tient absolument à entrer dans la maison pour s'en prendre au gamin parce que c'est un rat maléfique. Je trouve ça con une fois de plus, vraiment con. Et donc à ce moment-là, c'est ça qui va amener le clochard à aider ça. Et donc leur espèce de grief, on s'en fout royalement après ça. Et ça s'arrangera et ça se fera très rapidement, leur couple. Ça va beaucoup trop vite. Il y a des trucs qui vont trop vite en fait dans ce couple pour m'empêcher de vraiment l'apprécier autant que d'autres. Mais ouais, ce couple-là et le couple Pongo Perdita, je comprends qu'ils soient bien appréciés, même si c'est clairement pas des couples suffisamment développés à mon sens pour être aussi forts que mon top 10, même mon top 15. Je les mettrai pas dans mon top 15, ces deux couples-là. N'empêche qu'on arrive au top 10 qui sera composé quasi uniquement de couples et des films Disney des années 90. Oh mais quelle surprise! Ok, depuis quelques temps, enfin depuis le début, on se rend bien compte qu'il y a une espèce d'attache particulière de ceux qui me suivent envers l'âge d'or des années 90 de Disney. Et à part dans quelques occasions où vraiment c'est pas super réussi tel ou tel élément, on a cette espèce de tendance à les mettre toujours en avant, cela. Et ouais, je vais dire un truc, je trouve ça excessif. Voilà, je trouve ça excessif. Il y a pas mal de gens dans ce top 10 qui ne méritaient pas d'être aussi bien placés, tout à fait personnellement pour moi. Même si bon, je vais pas faire complètement dans l'hypocrite, hein, on est d'accord qu'il y a une grosse moitié de mon top 10 qui sont composés
deux couples de la période des années 90 de Disney. Donc, ce serait un peu hypocrite de m'en plaindre trop, mais disons que j'aurais quand même espéré que ça parte un petit peu sur autre chose, quoi. Il y a un seul couple qui est pas de cette période-là. Les autres, c'est que des couples de cette période-là. C'était comme le top 10 des meilleurs films pour vous, quoi. Donc, un peu surprenant, personnellement. Enfin bon, on commence notre top 10 avec, pour commencer, Esmeralda Phébus. Alors, j'aime beaucoup le couple, je suis content qu'il soit aussi bien placé, même si je ne l'aurais pas aussi bien placé personnellement, parce que il y a beaucoup de gens, en tout cas j'en ai entendu pas mal se plaindre que Esmeralda aurait dû finir avec Quasimodo. J'ai jamais trouvé que ça devait être le cas. Et je trouve que oui, ils sont bien foutus là-dedans, leur dynamique est bien faite par rapport au fait, à cette admiration dans leurs compétences de combat et le naturel qui dégage dans leurs interactions, leur dialogue. Ça va un peu vite par moment, le moment où elle décide d'être totalement sous son charme et de l'embrasser, etc. Mais c'est quand même très bien foutu et bon, c'est très classique des couples Disney de l'époque. On a tendance à faire une concrétisation un petit peu rapide sur le temps, mais ça passe très bien parce que vous avez su vraiment montrer le naturel entre ces personnages-là et donc ça passe très fluidement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ensuite, en numéro 9, nous avons, aux surprises, Simba Nala. Pas forcément mes personnages préférés du film, mais leur romance est plutôt pas mal, même si un peu expédié. Il y a le point culminant avec la chanson, bien évidemment, que tout le monde connaît. Et rien que pour ça, ça mérite pour moi d'être dans le top 10 des meilleurs couples Disney. C'est dingue, il est même pas dans le top 5. Alors, j'aime bien le couple Simba Nala, je le trouve pas aussi bon que mon top 10, c'est évident, sinon je l'aurais mis dans mon top 10, mais j'aime bien le couple Simba Nala sur pas mal de points. J'apprécie le fait que c'est un couple qui s'est formé quand même, qui se forme un petit peu sur la durée. Ce sont des enfants qui se connaissent bien, donc deux lionceaux qui se connaissent bien de l'enfance, qui ont eu l'occasion d'avoir une amitié assez particulière entre eux, et lorsqu'ils se retrouvent, même si c'est un peu rapide, hein, ça je vais pas tarder à m'en moquer un petit peu dans ma critique du film, il passe au niveau supérieur. Un petit peu rapide, mais il y a quand même quelque chose, quoi. On montre que c'est pas une relation qui s'est faite en quelques jours, qu'il y avait vraiment cette espèce de lien qui s'est formé à l'enfance, un lien spécial qui est pas amoureux et qui finit par passer à autre chose au moment où ils se retrouvent. Donc j'ai apprécié ça, j'ai vraiment apprécié ça. En dehors de ça, je trouve malheureusement que à côté, Nala fait trop soutien, fait un petit peu trop décoration à partir d'un certain moment. Je veux dire, après leur rencontre et leur dispute, elle est là pour faire jolie, Nala. Hein. Ah, je suis là, je te soutiens, Simba. Et sinon, il fait rien d'autre. C'est un peu le problème. Et ne me parlez pas de son rôle dans la suite, ou j'en sais rien, peut-être que dans la série La Égarde du Roi Lion, elle peut avoir un peu d'importance, j'en sais trop rien, j'ai pas encore vu ça en détail, mais, elle est tellement mise au second plan, tellement mise en arrière, comme Sarabi dans le premier film, hein. Sérieusement, les femmes des dirigeants, en fait, une fois qu'on est catalogué en tant que femme de dirigeant dans les films Le Roi Lion, on en a rien à foutre de nous, hein, on est mis en arrière-plan, mais totalement, hein, c'est un petit peu de soucis, hein, donc c'est un peu ça qui me gêne beaucoup, qui m'empêche de qualifier ce couple comme un des plus grands couples. Mais il est quand même réussi sur pas mal de points. Ensuite, nous avons Pocahontas John Smith. J'en ai déjà parlé en détail, je suis content qu'il soit aussi bien placé parce que c'est pas forcément un des couples auxquels on pense directement. Ensuite, nous avons Ariel et Rick. Là, oui, le petit problème avec ça, c'est que on sent que c'était le premier film qui a lancé cette nouvelle formule chez Disney, hein, dans cet âge d'or, et ça cherchait encore un petit peu. Ça avait quand même un petit mélange, un léger mélange entre les nouvelles formules de couple qu'on aura et les anciennes formules à la Blanche-Neige et Cendrillon d'avant, où c'était juste le garçon, le trophée à voir, qui doit sauver la belle et à la fin ils partent vers le soleil, ils coucheront tous les deux, quoi. Et ça va pas plus loin. Et ça a essayé d'aller un petit peu plus loin que ça. Puisque c'était en partie centré là-dessus, on a essayé de donner une personnalité un peu poussée à Eric, mais elle n'était pas non plus ultra poussée, on la rendait pas aussi naturelle que d'autres couples après, ne serait-ce qu'Aladin Jasmine, qui serait mentionné dans pas longtemps. Donc,
ça n'a pas eu autant de poids que d'autres couples qui ont suivi. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis aussi haut, ce couple-là. Même si je les apprécie bien, mais ils ne sont pas aussi efficaces, aussi impactants que d'autres couples sortis juste après, durant la période d'âge d'or Disney des années 90, personnellement. Nous avons après ça Mulan Chang. J'aime bien la manière dont leur romance est expliquée dans le premier film à la fin. On voit, moi j'ai l'impression, après c'est mon avis personnel, que pendant tout le premier film, même quand Mulan est censé s'appeler Ping, Shang, j'ai l'impression qu'il la cherche un peu. Enfin après, bon, chacun a son avis sur la question. Mais voilà, je trouve que la romance, elle est bien instaurée à la fin du premier film. Dans le deuxième film, c'est un peu moins ça. Il y a des disputes qui sont un peu évitables. Et puis la scène du retour de Shang, je trouve ça légèrement abusé. De toute façon, le deuxième film, je ne l'aime pas. Ouais, j'apprécie vraiment comment on a abordé ce couple par rapport au fait que c'est un couple qui commence à se former. À la fin du film, il n'y a aucune concrétisation, c'est juste notre couple commence vraiment à se former alors qu'ils ont une espèce de relation un peu particulière lorsque Chang croyait que c'était un mec. C'était intéressant, ça, c'était intéressant, une nouvelle façon d'aborder un couple que j'ai apprécié. Après, le petit souci avec ça, c'est que, étant donné que ça essaye pas d'aller aussi loin que d'autres couples de cette période-là, ça n'a pas autant de force que ces autres couples. Il n'y a pas autant de moments ultra marquants de ces deux-là en tant que couple. Et c'est ce qui fait que, oui, ils sont pas aussi extraordinaires que ça pour moi. Je suis un peu surpris, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bien placé, ce couple-là. Même si je l'apprécie, hein, vraiment, je n'ai rien contre. Mais ouais, ça manque de temps d'approfondissement pour moi, ce couple, pour vraiment être aussi extraordinaire, aussi marquant, hein, donc, que d'autres, et pour qu'il soit dans ce top 10 personnellement. Mais ouais, c'est beaucoup, je peux comprendre ça. Dans Mulan 2, je suis un petit peu gavé par certains trucs un peu faciles qu'on a fait autour d'eux, mais ça allait quoi, le couple était géré correctement à peu de choses près, donc ça passait vaguement, mais c'est pas ça qui m'a fait dire ouais, ça en fait un couple génial maintenant quoi. Bref, en numéro 5, nous avons Réponse Eugène que j'adore. J'en ai déjà parlé en détail dans mon top 10. Ensuite, nous avons Hercule Megara. C'est le couple le plus drôle, hein. C'est le couple le plus téléphoné aussi, hein. Dès leur première rencontre, on sent qu'il va se passer quelque chose. Mais je trouve ce duo tellement drôle, tellement on voit que ça patauge un peu, malgré que tout le monde sait qu'ils vont finir ensemble à la fin du film. Et je trouve que les voir un peu galérer, Hercule, mais aussi Mégara, hein, on la voit notamment lors du moment de sa chanson, c'est assez intéressant. Et puis, je trouve qu'ils ont des caractères très complémentaires. Là, pareil, j'en ai déjà parlé dans mon top 10, je les adore pour beaucoup de raisons, je trouve qu'il y a un vrai naturel, une dynamique très forte entre ces deux-là. Nous avons ensuite Aladdin Jasmine, j'aime beaucoup, il est vraiment passé à ça d'être dans mon top 10. Une histoire royale, là, j'avais parlé des différences de classe sociale, ça existe aussi, hein. Donc, dans Aladdin et Jasmine, c'est un couple plutôt intéressant. Malgré tout, je trouve que c'est un peu gros les mensonges d'Aladin pendant tout le long du film. Voilà, que Jasmine ne s'en rende pas compte et je trouve que ça nuit un peu à leur symbiose de couple et c'est ce qui me fait un peu les baisser à ce sixième rang. Il y a un côté très, très vif entre ces deux-là qui apprennent à se connaître, qui ont les mêmes ressentis autour de situations très différentes. En dehors de ça, vraiment, il y a un naturel, un peps entre ces deux-là qui marche génialement. Et s'il n'y avait pas les quelques petits moments où Aladdin était un petit peu con de croire que Jasmine aimerait un personnage comme le personnage d'Ali Ababwa qu'il joue, et que Jasmine n'était pas un petit peu conne de ne pas comprendre lorsque Aladdin ment de façon tellement évidente que s'il n'y avait pas ces petits moments-là, je pense qu'ils auraient été dans mon top 10. C'est ces petits détails qui font qu'ils sont un chouïa moins bien placés que d'autres. Mais globalement, ils sont très beaux en tant que couple. Et je trouve qu'ils sont bien développés dans les suites.
Vraiment, hein, pas sensationnellement, mais bien développé. Et à aucun moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une vraie trahison du couple, personnellement. Ensuite, nous avons La Belle et la Bête, classique, classique. À nouveau, j'ai pas vraiment envie de m'étendre là-dessus parce que tout leur couple, ça représente le film. Le film est centré sur leur couple, sur ces deux individus qui ont une façon d'agir l'un sur l'autre, d'avoir une influence l'un sur l'autre que j'ai trouvé très forte et vraiment dans des sens très différents. L'influence de la bête sur Belle est très différente de l'influence de Belle sur la bête. Et j'ai trouvé ça très bon, très fort, très, très fluide, très, très bien foutu. Un couple excellemment écrit et je lui préfère quand même très légèrement ce que vous avez mis en numéro 1. Très belle histoire, hein. Rien à dire. Là, on a un mélange entre la condition humaine avec Jane et la condition semi-animale avec Tarzan. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est bien amené. Il y a beaucoup de tendresse dans ce couple et moi personnellement ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très romantique. Ils sont super trognons. J'ai déjà parlé en détail de ce couple. Je les adore, je les adore. J'adore la façon dont Jen montre son côté, son dilemme par rapport au fait qu'elle a sa vie à elle, mais qu'elle a quand même envie d'être avec cet homme qui lui fait découvrir de nouvelles choses. Et Tarzan qui est prêt à aller loin, qui est en plein dilemme pour suivre Jen dans ce monde des hommes, alors que sa place qu'il a connue pendant tout ce temps était parmi les gorilles. Il y a quelque chose de très fort par rapport au dilemme de ces deux-là, et le choix de fin était très beau et très très bien foutu par rapport à ça, que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Chaque moment entre eux est super mignon, vraiment. Je trouve pas un seul moment mal foutu entre ces deux-là. Leur dynamique de couple est parfaite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'ai eu du mal à expliquer un peu mes arguments parce que la préférence sur les couples, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer parce que c'est vraiment relatif aux émotions. Est-ce que ça nous touche ou pas? Et bon, voilà, les 10 couples que j'ai cités, les 10 me touchent plus ou moins. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci une fois de plus à Hugo qui, je le rappelle, a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à y jeter un œil. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sondage. Alors, le prochain sondage, il est attendu depuis des mois, vous allez le voir. Et on a essayé de mettre en place quelque chose d'un peu spécial. Vous le saurez très vite. Allez, bye!